La présidente, Monsieur le ministre, d'abord j'espère que je pourrai entendre toutes vos réponses parce que j'ai un amendement à l'article 11, mais ça a l'air d'être assez lent, donc j'espère que ça va aller. D'abord, merci pour la présentation de ce budget et dans mon propos liminaire et introductif, je voudrais souligner un point que vous avez vous-même d'ailleurs évoqué, qui sont notre difficulté aujourd'hui en tant que parlementaire à retrouver un peu nos petits lorsque on apprend qu'il y a effectivement 2 millions en plus sur la DGD, mais ce ne sera pas la DGD, ce sera sur vos crédits de gestion. Quand vous nous dites 5 millions sur le CNM, et là on ne les retrouve pas, mais vous nous dites ce sera sur les crédits de gestion, et je pense que les 800 000 euros sur les écoles d'art, vous me direz de la même façon, ce sera sur mes crédits de gestion. Je voudrais vous dire que c'est extrêmement compliqué pour nous après en termes de contrôle, et parce que aussi les bleus sont de plus en plus imprécis, que nous puissions vraiment avoir une visibilité sur l'action du gouvernement. Je voulais commencer par là parce que forcément, lorsqu'on fait l'addition, ça commence à faire beaucoup en crédit de gestion. Alors je vais commencer par le CNM. Vous savez très bien, parce que vous connaissez aussi bien ce dossier que nous tous, qu'avec 5 millions, le CNM ne verra pas le jour. Vous le savez très bien. Il a été estimé à 20 millions. On attend le rapport de... C'était une estimation. Hein. Les professionnels travaillent depuis très longtemps. Ils ont réussi à se mettre d'accord. On attend effectivement le rapport des 2 députés. Mais ils nous disent, et pour avoir dans les auditions eu énormément d'acteurs, vous savez très bien que 5 millions, ça ne suffira pas. Donc, puisque vous nous dites que vous avez des crédits de gestion inépuisables, moi, je vous conseillerais de prendre 10 millions. Et là, nous aurons un vrai observatoire, déjà, première étape, des ressources, qui nous permettra d'avoir des données sur la question du secteur musical. Et je pense que cette première étape, puisqu'il y aura une disposition législative, et on le sait très bien, pour le transformer, eh bien, s'il est accompagné de 10 millions, je pense que les professionnels seront d'accord et s'accorderont à dire qu'ils pourront commencer vraiment à travailler. Première chose. Vous êtes d'accord avec ça, Monsieur le ministre ? C'est la première question, Madame oui, Robert. Alors, on y va. Bah oui, parce que est-ce que... Oui. Voilà, allez. Ça va être très précis, j'ai 5 questions. Non, d'accord, il faut que je me remette dans... On revient aux questions. Alors, mais clairement, c'est les besoins évalués pour le démarrage du CNM. Il ne s'agit pas évidemment d'un budget année pleine, mais le temps de faire la préfiguration, qu'on remette autour de la table tous les acteurs, qu'on crée administrativement et d'une façon législative et réglementaire le Centre national de la musique, ça va prendre du temps, donc les budgets ne seront pas mobilisés tout de suite. Donc il est bien évident qu'on ne veut pas faire un CNM avec 5 millions de plus par an, ça ne peut pas fonctionner, on est bien d'accord. Donc là, c'est 5 millions qui correspondent à la vie du CNM à partir du moment où il sera créé, donc a priori aux alentours du deuxième semestre. Dont acte, mais je sais que pour connaître un peu ce secteur-là, vous savez que je suis à Rennes et que les transmusicales vont avoir lieu très bientôt, et j'espère d'ailleurs que vous serez peut-être je fais le maximum, des nôtres. Parce que c'est effectivement un grand rendez-vous. Il y a eu un grand rendez-vous et je dois avouer que les professionnels et les acteurs vraiment ont fait un pas énorme en avant pour la création de ce CNM, et je trouverais dommage de commencer à les désespérer. Mais dont acte. Deuxième point, le pass culture. Alors, je pense qu'un certain nombre de nos collègues et notre collègue va en parler. Vous connaissez nos réserves sur le pass culture. Elles sont de différentes natures. Je vais laisser mes collègues en parler. Moi, j'aurais 2 questions très précises. 34 millions d'euros, 5 millions, il reste 29. Pouvez-vous nous dire précisément, je dis précisément, la ventilation de ces 34 millions d'euros sur le pass culture? Je dis cela pourquoi? Parce qu'on est au courant. Fast test, 10 000 jeunes. Il y aura une évaluation d'ailleurs. Qui fera l'évaluation? Ce serait intéressant de le savoir, à quel moment. Et s'il y a évaluation, j'imagine qu'il y aura généralisation. Est-ce que dans les 29 millions, il y aura déjà de l'argent pour commencer la généralisation à partir de septembre? C'est une question. Je voudrais avoir tout simplement une vision un peu plus précise de la ventilation de ces crédits. Vous savez, c'est énorme dans le budget culture, 34 millions d'euros.
Ça n'est pas une... Donc, c'est première question. Et la deuxième question, le financement plus tard de ce pass culture, qui va quand même être très coûteux, GAFA, banques, etc. Des précisions sur le sujet, s'il vous plaît. Écoutez, je comprends vos questions, hein, bien évidemment. Je ne peux pas vous donner les réponses pour le moment. Ce que je peux vous donner comme réponse, c'est qu'il y a 34 millions qui sont inscrits au budget. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on fera évidemment tout ça d'une façon très transparente, puisque il n'est pas question qu'on généralise la pass culture sans être transparent sur les résultats de l'expérimentation, qui n'est pas encore lancée, hein. Je veux prendre le temps et j'ai demandé aux équipes de bien m'affiner le dispositif avant de le tester. Donc ensuite, avant toute généralisation, il y aura clairement une transparence. Donc c'est innovant. Et je comprends qu'il y ait des réserves. C'est que ça n'a jamais été fait comme ça. C'est pas simplement un chèque qu'on donne aux jeunes. C'est un outil moderne tel qu'on l'imagine, mais avec toutes les difficultés qui sont associées, qui permettent d'offrir sur une application, une information pour les jeunes, et peut-être demain, si ça fonctionne, à tout le monde, des informations géolocalisées sur les offres, les pratiques culturelles à disposition, à proximité. Enfin, à proximité ou ailleurs d'ailleurs. Et l'idée, c'est d'avoir des partenaires dans cette opération pour pas que, effectivement, ça coûte excessivement cher au budget de l'État. Des partenaires qui valoriseraient un service sans à le faire payer à l'État. Et je pense que si on arrive à avoir ces partenaires, si on arrive à ce que les jeunes aillent sur cet outil et que cet outil réponde aux besoins et aux attentes de ces jeunes, on aurait là un succès exceptionnel d'accès à la culture pour les jeunes et encore une fois demain pour les moins jeunes. Et je rajoute qu'en plus de l'accès à la culture, il y a pour les jeunes, enfin, en plus de cet outil d'information sur les offres culturelles et les offres de pratiques culturelles, on aurait la possibilité d'avoir en plus un accompagnement financier pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à un certain nombre d'offres culturelles. Et ça viendrait je dirais, en fin d'un parcours d'éducation artistique et culturelle ambitieux dans ce pays. Madame Robert. Oui, je vais donc avoir deux dernières questions précises. Comptez-vous vraiment enclencher le statut sur les écoles d'art et notamment du statut des enseignants des écoles d'art territoriales sur celui des écoles d'art nationales? Je parlais tout à l'heure de 800 000 euros. Je ne sais pas très bien comment ils peuvent être aujourd'hui ventilés dans les écoles d'art territoriales. Mais s'il vous plaît, êtes-vous vraiment prêt à enclencher le travail aujourd'hui, non pas demain? Aujourd'hui. Non, mais vous avez compris que... Oh, je fais une petite blague. On parle de vos oui, chantiers, c'est un chantier d'une grande urgence. Alors, il y a beaucoup de chantiers de grande urgence, je vous l'assure, dans ce ministère, mais celui-là en est un, je l'ai bien identifié, il est identifié depuis longtemps, je vais m'y attaquer, j'ai plusieurs dossiers comme ça sur mon bureau, et là aussi, il faudra qu'on échange, je ne vais pas avoir toutes les formules magiques seules. Certains de mes prédécesseurs, pas à la rue de Valois, mais au Parlement, disaient souvent on est moins bête à plusieurs que tout seul. Moi, je vais écouter, je vais regarder et on va essayer de trouver un système qui rende équitable le traitement des professeurs, qu'ils soient au niveau territorial, au niveau national. C'est important. On doit considérer ces différents enseignants de la façon la plus équitable possible. Je terminerai simplement, mais le ministre nous a rassurés. Il y a, à l'instar de ce que disait notre collègue Leleu, des amendements qui ont été déposés à l'Assemblée sur les crédits d'impôt, spectacle vivant, audiovisuel et production phonographique. Production phonographique, il est jusqu'à 2019. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir le pérenniser. Et sur le spectacle vivant, vous savez qu'il est tout nouveau. Donc ce serait bien aussi de pouvoir garder encore 1 an ou 2 pour l'évaluer. Mais vraiment de grâce, si vous nous rassurez aujourd'hui, même si c'est tous les ans, ça n'est pas rien que cette année, il y ait une attaque sur les crédits d'impôt spectacle vivant, phonographique, audiovisuel. Et on espère vraiment au Sénat qu'ils ne vont pas être validés et votés. Merci. Écoutez,